Aujourd'hui, dans le podcast AWS en français, on parle de développement d'API par contrat. En anglais, on dit Contract First. On parlera plus spécifiquement de Smithy avec notre partenaire Neko Technologies. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Le vendredi, vous le savez, toutes les semaines, un retour d'expérience, un cas d'utilisation autour d'AWS ou pas nécessairement. Autour de technologies en tout cas qui peuvent vous intéresser, vous qui êtes développeur, builder, vous qui avez les mains sur le clavier. On va bien garder les mains sur le clavier dans cet épisode. Quelque chose me dit que ça va être plutôt technique puisqu'on va parler de développement d'API et de développement d'API par contrat. Et on va même parler d'un outil open source qui s'appelle Smithy qui permet de définir ces fameux contrats. Alors quoi, pourquoi, comment, quels sont les avantages? Ce sont les questions que je vais poser aujourd'hui à mes deux invités, Jérôme Dauge et Vivian Delplace, tous les deux cofondateurs de notre partenaire Neko Technologies en Belgique. Messieurs, merci d'être là. Qui commence? C'est quoi le développement par contrat? On va commencer par là, à haut niveau, et puis on va descendre dans la technologie. Bonjour Sébastien, merci de nous inviter dans ton podcast. Du coup, le développement par contrat, c'est quoi? En fait, c'est simplement une manière pour nous, en tant que développeurs de logiciels, de s'assurer, avant de faire un développement informatique avec notre client, en fait, on va définir avec lui, d'une manière itérative, les différents contrats de notre application. Donc, si on prend, quand on fait un développement web, souvent on va définir les wireframes pour savoir comment les écrans des différentes parties de l'application vont être. Avec ça, une API first. C'est la partie design, ça, c'est la partie des écrans. On va faire un mock, un sketch, un petit dessin. C'est ça que tu appelles les wireframes. Ok. Exactement. Et nous, on fait tout sauf ça. Et donc, on a trouvé une manière de définir avec notre client dans un process qui est itératif, le fait qu'on définisse une API avec lui. Comme ça, au moins, quand on commence le développement en proprement parler, on est sûr de ce qu'on va développer et de comment le système il va fonctionner, tout simplement. Donc, c'est le contrat entre le front-end et le back-end, ou les back-end. C'est quelles sont les listes de fonctions, quels sont les paramètres à passer, les erreurs qui peuvent être retournées, les types, etc. De manière à ce que les équipes puissent travailler indépendamment dans le futur, dans le cadre du projet aussi. Une équipe back-end, une équipe front-end, c'est globalement ça. Ouais, et ça peut permettre plusieurs équipes back-end qui vont travailler entre elles. Donc il n'y a pas forcément vraiment cette notion d'avoir un front-end. Ça peut vraiment être avoir un système qui va devoir parler, qui va exposer des choses. Comme ça, un autre système peut venir le consommer, peut venir le construire. Et en fait, au final, quand on va se retrouver avec un front-end, on va composer plusieurs systèmes. Voilà, c'est ça qu'on va consommer et qu'en fait, on va exposer à l'utilisateur. Donc ça fonctionne aussi dans le cadre de microservices, des microservices entre eux qui doivent s'appeler. Et donc vous choisissez de commencer le développement en définissant l'API, en définissant le contrat, ce qui permet après d'implémenter indépendamment, que chaque équipe travaille de son côté. C'est pas une idée tout à fait neuve, hein. Enfin, ceux qui me connaissent savent que j'ai des cheveux blancs, j'ai déjà quelques années derrière moi. Et en préparant ce podcast, je vous ai cité des technologies qui ont votre âge. Vous, j'avais cité IDL, Interface Definition Language, qui était utilisé dans les années 90 pour Corba. Donc l'idée était la même, on définissait quels sont les composants, quelles sont les méthodes qu'on peut appeler sur ces composants. Et puis il y avait des outils de génération de code qui généraient du code et des stubs comme on appelait, donc les protocoles réseau. Il y a eu la même chose en Java. Jérôme, je crois que tu m'as rappelé SOAP, c'est ça, hein, SOAP, c'était des documents XML assez lourds qui définissaient toutes les fonctions, les paramètres en entrée, en sortie, les erreurs possibles. Vous avez choisi une technologie différente qui s'appelle Smithy. Alors Smithy, c'est quoi? Smithy, en fait, c'est quoi? Donc, c'est une manière qu'on a de définir nos API dans ce qu'on va appeler un YAML. Donc, en fait, on va décrire quels sont nos services, quelles sont nos opérations, quels sont nos différents modèles. Et en fait, pour être plus précis, Smithy, aujourd'hui, c'est ce qui est utilisé par AWS. C'est pour ça qu'on en parle dans le podcast d'AWS, pour définir en fait les différents services que AWS a et les différentes méthodes qu'on peut appeler. Okay, donc nous, quand on va découper une infrastructure, une architecture pour un client, en fait, on va se retrouver à définir
un service, un petit peu comme un S3, un Athena, ce genre de choses. Et en fait, à la fin, on va avoir une API plutôt liée au front-end qui va du coup consommer toutes ces API, tous les services qui se trouvent par derrière. Et donc ça a vraiment été au début, on connaissait pas, on a un petit peu navigué dans la complexité de construire une API, dans comment faire un déploiement, comment définir nos différentes routes, comment est-ce qu'on va sérialiser l'input, l'output qu'on va renvoyer à notre client. Donc le plus connu, au début, on utilisait OpenAPI. Donc ça, je présume que... Dans cette même catégorie d'outils, hein, OpenAPI, exactement. Vous définissez en YAML une API REST pour le coup quand même, parce qu'OpenAPI est quand même très attaché à HTTP, à la sémantique HTTP, les get, les posts, les URL, enfin les passes, le type de passage de paramètres spécifiques à HTTP. Et à partir de là, il y a des générateurs de code qui génèrent un client ou un serveur dans différents langages. Et là, vous avez choisi Smithy plutôt. Ouais, c'est ça. Au début, forcément, on a utilisé OpenAPI. Bon, après, les générateurs de code, parfois le code qui en sort, c'est quand même un petit peu, pas très propre. Et alors ici, ce qui est vraiment important à dire, c'est que Smithy, en tant que tel, permet de faire de l'OpenAPI. Okay, donc c'est vraiment important, c'est que on n'est pas bloqué dans le fait d'utiliser Smithy par l'utilisation de OpenAPI. Donc OpenAPI va être un subset de choses que peut faire un sous-ensemble. Ce qui va être différent dans Smithy, c'est que le protocole de transport et les choses qu'on peut faire dans Smithy sont beaucoup plus larges que juste faire un CRUDL. Okay. Donc, Smithy, c'est un langage qui vous permet d'écrire une définition d'interface, donc méthode, paramètres en entrée-sortie, erreur, essentiellement ça et rien d'autre, indépendamment du transport, donc indépendamment du fait que cette interface va être appelée par HTTP, par SQS, un échange de fichiers, que sais-je, le pigeon voyageur, et indépendamment aussi de la sérialisation, je ne sais plus si c'est toi ou Jérôme qui avait parlé de sérialisation, mais donc la transformation d'une donnée en bits et bytes, en JSON, en YAML, en XML, etc. Smithy est indépendant de ça. Oui, en fait, bonjour Sébastien. En fait, le truc, c'est tu définis tes entrées et tes sorties, mais tu peux très bien dire, ok, je vais sérialiser en JSON, et donc tu vas, quand tu vas appeler l'API, tu dois lui fournir un JSON, mais tu peux lui dire, je veux sérialiser en XML, en changeant juste ta méthode de sérialisation, et à ce moment-là, tu peux envoyer les mêmes données, mais sous format XML. Toi, derrière, les données que tu reçois, évidemment, tu les reçois toujours dans ton objet de ton langage favori, mais tu es indépendant de la sérialisation parce que tu l'as défini vraiment dans Smithy, qui lui va faire le travail. Et l'autre chose qui me semble appealing, pour parler franco-anglais, qui me semble intéressant, sexy dans Smithy, c'est l'indépendance du langage de programmation. Donc, ce fichier Smithy que vous définissez, il est dans un pseudo JSON quelque chose. Et puis, il y a des outils qui vont générer du code dans plein de langages de programmation. Ça peut être Swift, Rust, Go, Java évidemment, etc., etc. Mais c'est vraiment ça. Et le code, tu dis parfois avec OpenAPI, le code généré n'est pas propre. Comment est le code généré par Smithy ? Ouais, donc ça, c'est important, c'est qu'en fait, ce qu'on va faire quand on va coder en Smithy, on va vraiment écrire un fichier dans un format propriétaire. Donc c'est un format, il faut savoir lire ça. Et puis après, sur base de ça, en fait, ce qu'on va utiliser, c'est on va utiliser des générateurs de code côté client. Et donc là, on peut utiliser un générateur en TypeScript. Je pense qu'on peut également faire du Rust. Bientôt, il va y avoir en Python, en Java, en .NET. En Swift, et après, Sébastien. Et Swift aussi, exactement. Et donc ça, en fait, c'est les mêmes générateurs de code qui sont utilisés pour générer les SDK de AWS. Donc par exemple, AWS SDK V3 en JavaScript et TypeScript, en fait, il est généré par Smithy. Okay, donc nos API, on utilise le même système que AWS justement pour générer nos API de consommation. Okay, donc vraiment les API qui vont être consommés par nos clients. Par le client, celui qui appelle le serveur. Exactement. Et alors après, en plus de ça, forcément, on peut générer du code côté serveur. Okay, donc ça c'est ça qui est bien en Smithy, c'est qu'en fait la partie, notre métier c'est pas vraiment de se dire tiens comment est-ce que je vais faire
le transfert de mon information, c'est quoi le protocole. On veut vraiment se concentrer sur la définition, enfin sur le business de notre client et implémenter la partie qui est vraiment intéressante. Et en fait, la génération de code côté serveur va nous permettre si on a une lambda, en fait, ça va nous générer quasiment tout le code de l'event. Et donc, quand on a un handler dans une lambda, en fait, ça va vraiment nous générer toute cette partie event, contexte, typer la chose qu'on doit retourner. Et donc, en fait, si on utilise le générateur de code côté en serveur en TypeScript, limite, on n'a plus qu'à implémenter vraiment la partie de notre lambda. Donc l'input est typé, et l'output est typé, et donc en fait il n'y a vraiment plus qu'à coder le truc au milieu, retourner ce qui s'attend, et puis en fait notre job il est fait quoi. Mais tout le squelette de la fonction lambda, le handler avec les paramètres d'entrée, le type qui représente votre paramètre d'entrée, ça c'est important, et le type qui représente votre paramètre de sortie est généré automatiquement. Il n'y a plus que, avec des grands guillemets, en audio vous ne me voyez pas faire les guillemets mais je l'ai fait, écrire la business logic, c'est-à-dire entre ce qui rentre et ce qui sort, la logique spécifique à un métier. Et je voudrais revenir sur le fait que c'est AWS qui a créé ça pour les SDK et pour définir notre API, mais avant ça, j'ai encore une question. Vous dites que les générateurs de code peuvent générer le code client et le code serveur, mais on a aussi dit que l'interface, le fichier de définition de l'interface était indépendant d'un transport. Donc, comment est-ce qu'on vient plugger un transport spécifique? Comment est-ce que vous dites, ce serveur-là, je vais l'exposer comme une HTTP, comme une API REST sur HTTP? Ouais, donc ça en fait tu définis le protocole, tu as plusieurs protocoles à ta disposition dans Smithy, tu définis le protocole et donc typiquement une API REST, tu définis de mémoire, je pense c'est REST JSON 1 comme protocole et là du coup Smithy comprend qu'il doit générer du code avec du transport HTTP. Et du coup le code généré que le Vivian parlait pour par exemple la lambda, du coup il va comprendre qu'il va recevoir des requêtes HTTP et que c'est lui qui doit les convertir pour je veux dire encore une fois la requête HTTP, nous ce qui nous intéresse c'est le body, enfin donc le contenu et voilà, donc c'est comme ça qu'on définit à Smithy de détricoter ce qui arrive pour dire et au final nous on a un objet avec juste le contenu quoi. Et les générateurs de code sont donc suffisamment intelligents pour aller écrire du code qui va lire les paramètres HTTP, donc ça peut être les headers, les query strings, etc. Oui. Alors évidemment, ils n'ont pas tous le même niveau de maturité parce que c'est à chaque fois des projets soutenus par AWS. Mais je veux dire, par exemple ici, on parlait de la génération code serveur. Tous les langages ne l'ont pas. Je veux dire, TypeScript là, mais tous les langages ne l'ont pas, par exemple. Parce qu'évidemment, AWS va d'abord s'intéresser plus au côté client, je veux dire, parce que comme Vivian l'a dit, c'est vraiment pour générer les SDK, c'est ça qui permet de générer les SDK dans pas mal de langages. En fait, tous les nouveaux SDK ils passent par ça. Et donc ils ont pas tous le server side SDK qu'ils appellent ça, ils l'ont pas tous. Donc voilà, il y a des niveaux de maturité différents aussi à ce niveau-là, donc je peux pas promettre que si vous utilisez Smithy, vous aurez tout disponible pour .NET dans tous les langages je peux pas pour le serveur en .NET. Je suppose que les langages utilisés par AWS sont mieux supportés, Java probablement. Oui. Mais Smithy est écrit en Java. Serveur. Ouais. En Java, ok. Et Smithy, oui, ça aide aussi. Oui, voilà. Sur la jeunesse de Smithy, on l'a déjà dit plein de fois. Donc c'est un projet open source AWS qui est utilisé en interne par AWS et par Amazon d'ailleurs, pas que AWS, pour définir les contrats entre services, puisque fin des années 90, chez Amazon, on a dit plus d'accès direct à des bases de données qui sont propriétaires de quelqu'un d'autre, tout passe par des API, tout passe par des microservices, c'est le fameux Distributed Manifesto de Werner Vogels fin des années 90, fin du siècle passé, et donc on a eu besoin d'un langage de définition d'API qui faisait un contrat entre les différentes équipes, et tous les services AWS, c'est plus de 250 services, ont une API definition en Smithy, et comme Jérôme et Vivian l'ont rappelé, les SDK que vous utilisez, à l'exception des plus anciens comme Python, sont
en grande majorité générés automatiquement par les codes générateurs de Smithy. Je dis en grande majorité parce que c'est vraiment les objets input, output et les clients des différents services qui sont générés. En général, il y a un peu de classes et de codes gérés manuellement pour gérer les autorisations, les credentials, savoir si le SDK va chercher votre access key, secret key dans une variable d'environnement ou dans le metadata store de C2 ou sur votre disque dur en local dans un fichier profil. Ça, c'est du code qui est maintenu à la main, mais le reste, si on ajoute une API dans un service, cette API va apparaître dans un fichier Smithy et va être générée automatiquement dans la nouvelle génération, enfin dans la prochaine release de tous les SDK qui utilisent Smithy. Jérôme, je te voyais faire ça quand je disais que c'était généré à la main. Il y a quand même pas mal de code généré à la main dans les SDK. Mais ce que je voulais dire par là, c'est en fait tu peux très bien bien que c'est du code maintenu à part. Mais je pense que maintenant, en TypeScript, ils les ont renommés avec Smithy devant. Tu peux réutiliser en fait ça aussi. Quand tu définis une API avec Smithy, tu pourrais très bien dire, bon là on passe sur la partie autorisation, mais tu pourrais très bien dire, je la protège avec du SIGV4 qui est utilisé par Amazon, et donc là, tes clients, donc évidemment les SDK utilisent du SIGV4, c'est votre autorisation par défaut, mais vous pouvez créer vos propres API protégé par SIGV4, donc c'est IAM tout simplement. Et à ce moment-là, le code généré par Smithy va aussi pouvoir rajouter automatiquement la signature dans le header pour utiliser SIGV4. Et donc, on est d'accord. J'ai dit autorisation, c'était un abus de langage. Je voulais dire accès aux credentials. C'est la partie codée manuellement. La gestion des réseaux, des régions, des environnements. Ça c'est la partie manuelle. Mais il prévoit pas mal de choses aussi là-dedans, notamment tout ce qui est endpoint discovery, etc. Dans Smithy, c'est déjà prévu, et donc évidemment, il génère le code associé pour le endpoint discovery basé sur la région, etc. On peut très bien dire, le préfixe de cette API-là va varier en fonction de la région, par exemple. Et donc, on peut mettre des placeholders, etc. Vous avez standardisé sur Smithy pour l'essentiel des projets que vous créez, vous développez pour vos clients. Vous avez quelques années de recul maintenant sur ce Smithy. Quels sont les principaux avantages que vous voyez à utiliser? Je devrais pas faire des questions avec deux sous-questions comme ça, mais la première sous-question c'est quels sont les avantages d'utiliser du Contract First, de l'API Contract First, et spécifiquement Smithy, les avantages que vous retirez de Smithy. Je peux peut-être du coup pour la première partie qui est c'est quoi les avantages qu'on a à utiliser un Contract First. Je vais prendre notre expérience passée. Au début, quand on avait un projet, on est des builders. On met toujours les mains sur le clavier dès qu'on a un projet. Et en fait, ce qui s'est souvent passé, c'était on fonce, on a un projet, on comprend ce que le client veut, on pense qu'on a compris, on commence vraiment à construire, à faire plein de choses et tout. 2 semaines après, on retourne vers le client, on dit voilà, on a fait tout ça. Et en fait, ça correspond pas vraiment à ce que lui pensait. Et donc en fait, on se retrouve avec 2 semaines dans les dents, voire parfois plus, pour au final quelque chose qui ne répond absolument pas à ses besoins. Avec l'API First, là vraiment ce qu'on essaye de cadenasser et plutôt de contrôler le développeur, c'est de dire, avant d'aller écrire une ligne de code, on va déjà se mettre d'accord avec le client sur comment le système il va réagir, comment il va contrôler, avant qu'on aille vraiment écrire une ligne de code. Donc, par exemple, je vais prendre un exemple. Quand on utilise Athena sur AWS, quand on lance une requête, ça ne bloque pas. Donc, on reçoit un ID de cette requête. On doit aller poller pour savoir quand est-ce que la requête est finie. Et seulement quand elle est finie, on peut récupérer les résultats. Et donc, en fait, on a un système qui est asynchrone. Mais justement, cette approche-là, elle est vraiment essentiel parce que on peut discuter avec nos clients, ça sera un appel qui sera plutôt en synchrone, ça sera un appel plutôt en asynchrone, et donc il faudra poller, il faudra qu'on aille récupérer. Est-ce que c'est vraiment ainsi que vous voulez que votre système y réagisse? Oui, non. Si c'est oui, on continue. Si c'est non, on itère. Voilà, ça c'est important. C'est vraiment cette partie expérience qu'on a eue où en fait on s'est mangé les dents sur plusieurs projets. Et on s'est dit, ok, maintenant on va un petit peu faire comme vous. Donc, d'abord définir nos API avant qu'on aille implémenter réellement ce qui se passe par derrière.
Ce qui est bien aussi avec une approche en API first, c'est que on peut, avant de passer vraiment à la partie implémentation, on peut moquer. Donc on peut justement dire, tiens, avant de vraiment tout développer, on va aller moquer, on va faire... on était censé lancer une requête, on retourne juste un ID et un fake, et qu'après quand on vient, qu'on compile, pendant 5 fois on dit c'est pas prêt, voilà. Et donc ça c'est vraiment important parce que en fait le client a l'impression qu'on va construire son application, que le système il se construit, et en fait par derrière on n'a rien développé. Et donc quand on arrive à un point où le client dit ouais voilà le système il réagit exactement comme on veut, maintenant on va l'implémenter. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc là, allez, on n'est pas non plus dans une approche de dire, notre fichier en Smithy fait autant de lignes, donc c'est autant de jours. Ça va encore être un process qui est itératif pour construire, mais au moins, on est sûr que ce qu'on va construire, ça va réellement correspondre aux besoins. Et donc ça, c'est vraiment la partie API first. En fait, c'est vraiment cet exemple du... on va dessiner notre système avant de vraiment aller faire une implémentation. On va faire les plans, si on veut. Voilà. De façon extrêmement formalisée, tellement formalisée que du code, une partie du code peut être générée automatiquement après. C'est une valeur de documentation aussi, ça peut générer une doc technique. Oui. Ah ouais. Oui. Clairement. Si tu prends l'exemple OpenAPI, donc tu peux générer évidemment l'OpenAPI, mais tu peux donc dans les mécanismes de Smithy, tu as ce qu'ils appellent les traits qui sont comme des annotations, et tu peux documenter en fait. Tu as vraiment le add documentation qui va lui rajouter. Si tu prends OpenAPI, il va rajouter vraiment dans les bons endroits d'OpenAPI, comme ça si tu le mets ton fichier dans Swagger UI ou peu importe ton fichier JSON généré dans Swagger UI pour le voir dans une interface web, ça va te le mettre aux bons endroits. Mais tu peux également mettre des exemples, pareil pour compléter dans OpenAPI les exemples, et du coup, là pareil, tu complètes ta documentation aussi à ce niveau-là. Et la deuxième partie de ma question, c'était les avantages spécifiques de Smithy par rapport aux autres systèmes qui existent. Maintenant que vous avez un peu de recul et de vision globale, je ne vais pas dire est-ce que vous regrettez votre choix, mais est-ce que vous êtes conforté dans votre choix? On regrette pas notre choix, mais voilà. Alors évidemment, c'est pas exclusif à Smithy ce que je vais dire ici, mais du coup, nous, on a intégré Smithy dans nos développements. On génère généralement le server-side SDK. Pourquoi? Parce que on fait énormément d'infrastructures as code via le Cloud Development Kit en TypeScript. Et donc du coup en fait on va dire par défaut tous les bindings qui sont prêts pour le code pour CDK en fait. Et donc voilà, si on définit par exemple 10 opérations, on peut faire en sorte après que dans notre code CDK, si les 10 opérations ne sont pas définies, il ne compile plus et donc on ne peut plus déployer. Et donc ça nous met aussi tout des safeguards tout au fil du développement. Et voilà, et donc on a vraiment intégré ça aussi dans toute notre chaîne de CI/CD pour vraiment, première étape, on génère tout ce qui est OpenAPI et tout ce qui est les codes générés, que ce soit client ou serveur. Et après, dans l'infrastructure, on vérifie, donc vraiment dans CDK, si on déploie une API, on vérifie que toutes les opérations sont bien définies, parce que s'il en manque une, en fait, TypeScript, on fait un TypeScript compile, un TSC, et du coup, voilà, s'il manque une opération, il va dire, non, il y a une opération qui est undefined, c'est pas possible, et voilà. Et donc, ça nous permet vraiment aussi d'attraper des erreurs avant. Donc, c'est évidemment pas exclusif à Smithy, on peut le faire bien d'autres manières, mais nous, c'est vraiment l'approche qu'on a bien aimée dans Smithy et qui a conforté notre choix. Donc c'est le compilateur qui détecte si jamais il y a une opération qui n'est pas implémentée et qui n'est pas déployée, ça va faire une erreur de compilation, donc avant même de déployer. On peut détailler ça un peu, parce que j'ai bien compris, vous générez les stubs côté serveur, les stubs côté client, qui tous collectivement ensemble font un mini SDK. En fait, vous pouvez donner un SDK à vos clients pour appeler votre API back. Cette intégration avec le CDK, ça marche comment? Donc vous avez une liste de méthodes, on va dire, pour utiliser un terme générique, qui génère une fonction lambda d'un côté et un stub pour appeler cette fonction lambda. Et comment vous mettez ça dans le CDK? Comment le CDK vous aide là? CDK, c'est Cloud Development Kit. C'est un système qui permet d'écrire du code d'infrastructure dans votre langage de programmation favori, Java, TypeScript, Python,
Et à l'exécution, il va générer des templates CloudFormation et déployer de l'infrastructure. Donc, je reviens à ma question. Comment est-ce que vous mettez du Smithy dans CDK? Mais en fait, donc dans Smithy, tu définis une panoplie d'opérations et ces opérations, en fait, quand tu génères le SDK, elles sont vraiment, il va te générer en TypeScript une interface avec vraiment toutes les opérations. Donc, si tu as, je sais pas moi, ta ressource, c'est on va prendre S3, donc getBucket, listBucket, etc. Il va vraiment te dire, ok, j'attends pour ce service-là d'avoir au moins l'opération getBucket, listBucket, etc. Mais du coup, nous on l'intègre directement dans CDK, comme ça, donc on importe, vu qu'on est en TypeScript, on l'importe, et comme ça, il y a vraiment une erreur si on a 10 opérations dans Definic 9, c'est qu'on en a oublié une, donc il y aura vraiment une erreur. Bon, déjà l'IDE va râler, mais après, évidemment, là, la compilation, donc dans la chaîne de CI/CD, elle passe vraiment pas. Et donc là, on a bien compris que du coup, on a fait quelque chose. On a rajouté une opération, ça ne marche plus, et inversement. Je veux dire, si on supprime une opération, apparemment, on va définir quelque chose en plus, et qu'on ne le supprime pas derrière dans le code CDK, il y aura quelque chose en plus, et donc ça ne va pas non plus. Et donc ça nous permet d'être certain, c'est vraiment cette approche d'être certain de, on a fait un changement dans l'API, et on veut que ce soit reflété partout, à la fois la documentation, comme on t'a dit avec OpenAPI, mais à la fois le code qu'on déploie, on veut que il soit toujours aligné avec notre définition d'API. Vivian ? Ouais, et en plus de ça, pour répondre spécifiquement à ta question de comment est-ce qu'on utilise les SDK et les SSDK dans CDK, en fait, en TypeScript, on utilise un portal en anglais, et en fait, on spécifie un chemin, un endroit, pour en fait dire, quand on va faire un import de @neko/s3 par exemple, en fait, on va aller pointer vers un autre endroit sur notre PC ou dans la chaîne en CI/CD. Ce qui permet en fait après à TypeScript de savoir faire un import en fait. Donc c'est vraiment, on va dire que c'est grâce aussi au tooling qu'il y a autour de TypeScript. Juste pour compléter, évidemment aussi les clients SDK, comme on disait, on peut les donner aux clients, et là tu peux les compiler, tu les packages plutôt, et tu les mets à disposition dans Code Artifact par exemple, et comme ça, je veux dire, ça décorrèle totalement front-end back-end à ce niveau-là. Au final, on met à disposition aussi le SDK comme AWS le fait sur NPM Registry, mais ça peut être Code Artifact dans n'importe quel langage. Et comme ça, ils peuvent. Code Artifact, c'est un registry privé juste pour un usage interne. C'est vrai. Okay. Ouais, pardon. Mais du coup, voilà. Et donc, du coup, par exemple, un développeur front-end peut du coup après installer le SDK de l'API développé et faire tous les appels via ce SDK, quoi. Sans avoir à se palucher à la main les trucs de bas niveau, de signature dont tu as parlé, de transport HTTP, de marshalling de paramètres, de sérialisation de paramètres, etc. C'est ça. C'est un vrai SDK. Quel est le workflow justement? Vous avez parlé un peu de CI/CD. Si on doit reprendre l'exemple, j'ajoute une API, j'ajoute une fonction au niveau logique dans ma définition de Smithy. Quels sont les trucs que le développeur doit faire côté back-end, côté front-end, et donc quelles sont les différentes étapes et comment ça va passer dans votre CI/CD jusqu'à la production, ou le test en tout cas. Donc tu peux voir ça en plusieurs étapes. Donc ta première étape, c'est ce que nous on appelle le code generation. C'est vraiment, on va build les modèles Smithy et ce que Smithy appelle les projections. Donc typiquement une projection, c'est le fichier OpenAPI ou les SDK. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, on va faire tout ce qui est le bundling et le déploiement CDK. Donc le bundling fait partie de CDK, c'est quand on déploie, en fait, il va ce qu'il appelle synthétiser pour faire du CloudFormation. Et s'il y a des lambdas à bundler, etc., c'est-à-dire à compiler ou à packager parce qu'il y a des dépendances, il le fait à cette étape-là. Une fois terminé, on passe au déploiement pur. Et donc là, pareil, on déploie via CDK. Donc lui, il va déployer les stacks CloudFormation directement. Et du coup, là, on a la mise à disposition de l'API, et donc on a déployé. Donc ça, par défaut, nous, à chaque nouvelle feature ou fixe, on le déploie dans nos environnements de développement par défaut. Et après, on a... Automatiquement. Oui, c'est ça, automatiquement. Et pour ce qui est de la production, on a juste une autre action spécifique qui nous permet de dire, ok, maintenant, on prend cette version du code, on la tag en disant, voilà, on a la version Intel. Et là, c'est la même chaîne de CI/CD, mais qui va déployer sur le compte de production, du coup, du client ou quoi.
Et en même temps, là, il y a des étapes supplémentaires. Donc c'est le même début de workflow, mais il y a juste des étapes supplémentaires à la fin qui sont, on va en même temps publier le package en telle version dans Code Artifact ou le registry du client, peu importe, pour que lui, il ait les SDK à disposition, pour qu'il puisse interagir justement avec les API déployés. Quand vous avez choisi Smithy, quels sont les challenges que vous avez eus pour passer d'OpenAPI à Smithy? Je me souviens quand on a préparé, quand on a la première fois parlé de ça il y a longtemps déjà, vous aviez parlé de la documentation notamment, mais il y en a certainement d'autres. Qu'est-ce qui reste dans vos mémoires des challenges, des difficultés que vous avez eues? Non, la raison pour laquelle je pose la question, je mets un tout petit peu de contexte à ma question, c'est pour que ceux qui nous écoutent se disent, j'ai pas envie de leur donner envie de commencer sur Smithy demain matin en disant ouais c'est super, j'ai entendu Neko qui le faisait, je vais faire la même chose. Il y a une courbe d'apprentissage, on commence pas du jour au lendemain comme ça. Donc quels ont été vos challenges? Mais donc comme tu as dit, la documentation, enfin je veux dire, on utilise ça depuis quelques années et vraiment au début, donc quand c'était Smithy version 1, ils sont passés à la version 2 maintenant, il y avait vraiment un manque de documentation et d'exemples, on va dire prêts à l'emploi. Et donc nous on était là, on se retrouvait, ok, on peut faire plein de choses, mais comment on les assemble pour avoir un exemple qui fonctionne? Bon, ça ils ont corrigé maintenant, il y a un beau repository sur GitHub avec Smithy Example, où là ils fournissent beaucoup plus de choses. Et alors, l'autre grosse difficulté qu'on a eu au début, c'était, en fait, donc Smithy est en Java, et donc il fallait venir avec l'écosystème Java, c'est-à-dire, on avait, pour compiler et générer ces fameux fichiers Smithy, on avait besoin du coup de Gradle, etc., de compiler, de mettre tout ça, et donc, on développe pas en Java, donc on avait ça en plus dans nos projets, dans notre chaîne. Et voilà. Et là, fort heureusement aussi, ils ont, on va dire entre guillemets, corrigé le tir parce que maintenant, vous pouvez interagir avec Smithy directement avec la Smithy CLI. Donc, vous pouvez l'installer sur votre PC. Et là, il n'y a plus besoin de s'occuper de Java, Gradle, etc. Vous configurez un fichier JSON et ça interagit directement. Mais ça, c'était vraiment les principales difficultés. C'était ça. On avait Gradle en plus, le manque de documentation et le manque d'exemples parlants au début parce qu'on était là, on fait on débarque au milieu, quoi. Oui, je suis en train de regarder le site web Smithy 2.0 et évidemment je vous mettrai, donc c'est smithy.io si vous êtes impatient, mais sinon je vous mets le lien dans les notes du podcast. Il y a un quick start guide qui est très clair et bien documenté. Maintenant, je comprends bien qu'au moment où vous avez commencé, ce n'était pas là. Il y a une ligne de commande également qui vous aide donc à générer les stops côté client ou côté serveur si j'ai bien compris. Et puis il y a aussi ce Awesome Smithy, c'est un repo dans l'organisation Smithy Lang qui liste toutes les extensions, enfin tout ce qui parle de Smithy. Ça vaut la peine d'aller à travers certains. Donc il y a les outils de build, un Smithy CLI, donc tu viens d'en parler Jérôme, un plugin pour Gradle, je suppose que c'est pour automatiser les builds en Java ou en Kotlin, un plugin SBT pour ceux qui codent en Scala. En Scala, les générateurs de code client TypeScript, Golang, Rust, Ruby, Kotlin, Swift, Scala, Daphne, je connais même pas ce que c'est Daphne, Python, vous savez ce que c'est Daphne? Non, pas du tout. J'ai jamais entendu parler. Ok, bon. Côté serveur, t'as dit qu'il y en avait moins, effectivement. TypeScript, Rust et Scala. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de Java là-dedans parce que c'est le langage utilisé par AWS pour la plupart des services. Alors, il y a des liens vers des ressources d'exemple, tu l'as mentionné, de la doc. Support en IDE, on n'en a pas parlé. Il y a un plugin pour Visual Studio Code et un Language Server Protocol. Donc, on peut faire de l'auto-completion dans sa définition d'interface Smithy et c'est quelque chose qui marche, non? Je vois Vivian qui hoche de la tête. On va dire que le IntelliJ plugin, il est là, il est disponible. Voilà, je pense que ça fait partie de la courbe qui doit s'améliorer. On l'installe et il fonctionne pas vraiment, on sait pas pourquoi. Donc bon, voilà. Après, franchement, le Smithy, on n'a pas vraiment besoin. Enfin, l'auto-complétion, c'est bien, ça serait bien qu'on l'ait. Maintenant, on arrive quand même à s'en sortir sans. Soyons honnêtes, il est mieux fait sur VS Code. Voilà, pour coder du Smithy, c'est peut-être plus sympa sur VS Code, surtout si vous débutez, il marche beaucoup mieux.
Les converteurs, on en a parlé aussi. Smithy vers OpenAPI, puisque OpenAPI est un sous-ensemble de Smithy. Smithy vers des JSON schema, donc les types que vous définissez en Smithy, on peut avoir le JSON schema correspondant. En CloudFormation, Resource Schema, l'inverse de JSON schema vers Smithy et vers Protobuf aussi pour ceux qui font du gRPC. C'est quelque chose que vous explorez aussi, Protobuf? Non, pas pour le moment, mais définitivement, on va y regarder un moment. Et puis il y a des GitHub Actions, Setup Smithy, Format Smithy pour GitHub, des vidéos, des blog posts, un playground dans Visual Studio Code, donc on peut interactivement tester son interface dans Visual Studio et voir le code qui génère. Donc il y a de quoi faire. Ouais. Maintenant. Bah oui, mais enfin vu que tu cites ici Awesome Smithy, ce qui est sympa de savoir, c'est par exemple Scala que tu as parlé. En fait, si tu regardes dans le Client Code Generator, c'est le seul qui n'est pas développé par AWS. Et en fait, il est développé par un grand client qui utilise Smithy, qui est Disney Streaming, donc Disney Plus en fait. Hein. Et donc tout ce qui est lié au Scala, on va dire, c'est généralement les gars de Disney Plus qui font ça. Donc pareil, le SBT plugin, c'est eux, je pense. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment l'équipe de Disney Plus qui le fait. C'est un bon point, merci de mentionner ça parce que on a beaucoup parlé d'AWS, Smithy étant à l'origine, enfin AWS étant à l'origine de Smithy, mais c'est en open source, il y a une communauté autour de Smithy, certains gros clients l'ont adopté, c'est bien de savoir qu'il y a des énormes boîtes comme Disney, comment on dit en anglais, et AWS qui sont derrière. Ouais. Comment vous voyez l'évolution de la communauté Smithy en dehors d'AWS? Vous êtes les seuls à faire ça? Enfin, vous et Disney? Ou il y en a d'autres? Non, mais il doit certainement en avoir d'autres. Hein. Donc nous, on contribue à plus petite échelle. Hein. Nous, on a contribué au GitHub Action que tu as cité. Voilà, ça on les a mis à disposition en open source. Maintenant, voilà, c'est pas facile de savoir qui utilise Smithy. Je veux dire, Disney, ben voilà, on l'a vu parce que justement, ils apportent des choses à Smithy. Je veux dire, via ce qu'on a cité, notamment tout l'écosystème Scala. Mais la communauté est assez grande. Je veux dire, dans Smithy, si tu regardes. Il y a quand même pas mal de personnes qui publient des issues sur leur GitHub, etc. Donc voilà, tu sens qu'il y a une communauté derrière, mais voilà. Donc j'ai pas totalement répondu à ta question, je suis désolé. Il y a presque 200 forks, 1600 étoiles, 28 watch, 65 issues ouvertes pour le moment. C'est pas nécessairement bien. Oui, pull request. Ça veut pas nécessairement dire qu'il y a une communauté. Comme c'est un projet open source, même les changements faits par AWS passent par des pull requests. Mais donc oui, c'est un projet qui vit en tout cas. Dernier commit il y a 3 jours au moment où on enregistre ça. Donc ça évolue. Donc un des challenges que vous avez rencontrés, c'est la documentation. Est-ce qu'il y a eu d'autres challenges techniques de complexité votre adoption? Je pense qu'en fait, donc ici par exemple quand tu parles de commit et la vie, tu as regardé seulement la partie smithy.io. Après en fait tu as tous les repositories qui sont liés au générateur de code côté client, côté serveur, qui du coup ils n'ont pas une maturité qui est équivalente les uns avec les autres. Donc voilà, par exemple, une des difficultés qu'on a eues, c'est moi j'aime bien Rust, et donc je me suis dit parfait, TypeScript, il permet justement de générer le code en serveur, en Rust. Donc on a essayé de l'utiliser. En fait là, on s'est retrouvé il y a 1 an ou 2 ans quand on essayait d'utiliser le Smithy en TypeScript. Voilà, pas vraiment de doc. Faut qu'on ait un exemple. À l'époque, c'était un exemple de Pokémon qui exposait des espèces de Pokémon en Smithy en Rust. Bon, il faut aller le déconstruire pour comprendre exactement ce qui se passe et tout. Donc voilà, encore une fois, je pense qu'avec le temps, les différents générateurs de code, que ça soit en client et en serveur, ils vont vraiment aller en s'améliorant. Ça va vraiment être un truc qui va être assez facile à utiliser. Et surtout, en fait, c'est pas un projet qui est vraiment lié à AWS. On peut avoir des containers qui, eux, ils vont utiliser Smithy pour présenter une API. Donc, quand on dit un container, ça peut aller sur EKS, sur AKS, sur Google aussi. On peut avoir un container qui tourne sur un serveur. Donc, on n'est pas vraiment lié vraiment à AWS en tant que tel, quoi. Donc, c'est ça qui est bien en fait, on voit que ça va aller dans une direction qui est fortement plaisante, en tous les cas, de notre point de vue en fait.
C'est un bon point. Je l'ai pas mentionné, c'était tellement évident dans mon esprit, mais il vaut mieux dire des choses même quand elles sont évidentes. L'interface qu'on définit en Smithy et le code qu'on génère ne doit pas être déployé sur AWS. C'est du code, vous le mettez où vous voulez, chez Google, chez Azure, on-prem, chez OVH, enfin n'importe où. Ouais, c'est vraiment ça. C'est une fois qu'on définit le protocole de transport, donc HTTP, au final c'est un HTTP serveur classique. Et le seul avantage, c'est que bon, évidemment, comme c'est développé par AWS, il y a des petits avantages quand on est sur AWS. Typiquement, voilà, quand on parlait tout à l'heure de lambda handler, etc. En fait, c'est ça. Ils ont généré en fait ce qui permet de convertir un event d'une lambda vers on va dire une requête HTTP classique. Et donc voilà, il y a des avantages, mais comme l'a dit Vivian, on peut très bien containeriser ça et le faire tourner chez votre provider préféré. Ça fait plusieurs années que vous utilisez Smithy. Comment vous voyez le futur sur vos projets clients? Vous allez continuer à l'utiliser? Vous allez construire plus d'outils autour? C'est quoi, sans rien dévoiler de confidentiel, évidemment? Forcément, c'est sûr qu'on va continuer, on continuera à utiliser Smithy parce que pour nous, c'est vraiment une facilité dans l'expérience de développement qu'on a. Donc ça, c'est vraiment un point qui, pour nous, il est essentiel, c'est que il est intégré dans notre manière qu'on travaille, dans le flux qu'on travaille. C'est vraiment simple quand on est un développeur. Une fois qu'on a compris, en fait, vraiment, pour développer une API, c'est vraiment bien. La chose qui est vraiment sympathique, du coup, avec Smithy, c'est que en fait, on peut faire beaucoup plus qu'en OpenAPI, on peut streamer, on peut faire ce genre de choses. Donc, les projets qu'on pourra avoir et hoster avec Smithy sont vraiment pas fermés, quoi, si on veut. Et donc, on a vraiment cette impression qu'en utilisant Smithy, dans le futur, on peut faire énormément de projets dans énormément de contextes bien différents, quoi. Ouais, voilà, et tu pourrais imaginer que de nouvelles intégrations évoluent. Ici, on a parlé beaucoup d'OpenAPIs. Pourquoi pas? C'est pas impossible que d'ici les jours, les mois, les années qui viennent, ils fassent aussi un convertisseur vers GraphQL, par exemple. Et donc voilà, on aurait depuis Smithy, on pourrait générer très bien nos schémas GraphQL aussi. Voilà, c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est une possibilité d'évolution qu'il pourrait avoir. Smithy, un outil pour définir le contrat entre le client et le serveur, le contrat d'API, et pour générer du code. C'est un outil qui est fait pour les builders, pour ceux qui vont écrire du code, qui vont générer du code, à regarder si vous développez des API développés pour vos clients. Merci Jérôme et Vivian. Jérôme Dauge, Vivian Delplace, tous les deux cofondateurs de chez Neko Technologies, partenaire AWS en Belgique. Merci d'avoir expliqué cela en détail et avec passion pour les auditeurs du podcast AWS en français. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.